Merci à tous d'être connectés. Bon, vous l'avez compris, hein, cette session elle est enregistrée, comme ça on pourra le mettre à disposition des soignants, des CPTS qui ne sont pas disponibles. On organise ce webinaire avec Christine Estadieux et le CRCDC qui intervient également aujourd'hui. On s'est prévu 1 heure et demie pour être un peu large. On va avoir 4 séquences ensemble. L'idée, c'est quand même que vous puissiez poser vos questions. Donc, après chaque séquence, on se prendra un temps de questions et réponses. Voilà. Donc, moi, je suis Fabien Besançon. Je suis médecin généraliste à Aigli, à côté d'Arpajon. Je suis le président de la CPTS Cœur et Sonne. Et je vais passer la parole à Christine pour qu'elle se présente. Et puis après, on passera la parole aussi à nos intervenants pour qu'ils puissent se présenter. Christine, je te laisse te présenter. Je suis Christine Estadieux, je suis médecin généraliste à Morsan-sur-Orge et présidente de la CPTS Val d'Orge. Merci Christine. Céline, je crois que tu es connectée. Oui, Céline, vas-y, je te laisse te Oui, présenter. bonjour. Je travaille donc au Centre régional de dépistage des cancers et je suis sage-femme et j'ai un doctorat en épidémiologie. Merci Céline. Et toi, tu interviendras tout à l'heure donc sur, que je dise pas de bêtises, sur le dépistage, hein, on est d'accord. Oui, c'est C'est ça, le ça. HPV Ok, dépistage, tout à fait. ça marche. Gérard, je te laisse te présenter. Gérard Leroux, je suis médecin généraliste à la retraite depuis 4 ans. J'ai été installé à Épinay-sous-Sénart dans l'Essonne. Et voilà, et j'ai travaillé au département de médecine générale de Créteil depuis sa formation dans les années 80. Donc toi, tu interviendras, Gérard, sur physiopathologie du HPV et vaccination. Oui, c'est Et ça. accessoirement, tu es sur la CPTS de Juliette Sussan, qui est la CPTS Vallière, c'est De, ça? je ne sais pas comment elle s'appelle. Je sais que c'est, Valdière, oui, c'est ça. Ouais, c'est elle ça, CPTS dit, Vallière. Valdière. ouais, c'est Hmm, ça. ça Oui, marche. donc on peut considérer que comme je vais souvent à la maison médicale, on peut considérer que je représente la maison médicale d'Épinay. Et Gérard est notre maître à tous puisque j'étais un de ses étudiants et Juliette aussi, je crois qu'elle était une de ses étudiantes, hein, Juliette Suzan, la présidente de la CPTS Vallière. Ouais, ouais, C'est ça, en hein, ouais. Créteil. Mm. On est tous passés chez Gérard par ici, manifestement. Christine, tu présentes vite fait Alexis, même s'il se représentera tout à l'heure. Est-ce que c'est Alexis toi qui le connais? Saadoun est ORL hospitalier. Il a travaillé très longtemps à Longjumeau avec Joseph Satter qui est présent, qui est installé à Saint-Michel-sur-Orge et qui fait partie de la CPTS Val d'Orge. Et il s'est gentiment proposé pour nous faire une mise à jour des différents cancers ORL. Alors, je ne sais plus où il exerce exactement en ce moment. Il n'est plus à Longjumeau, Joseph, et il vous dira ça quand il sera là tout à l'heure. Voilà, Aulnay-sous-Bois. on est sous bois. Ok. Ça marche, merci. Alors, je vous propose qu'on commence avec une première intervention de Gérard sur la physiopathologie du HPV. Tu as ton diaporama sous la main que tu veux que je lance, Gérard? Je vais changer un peu, tu sais, comme d'hab. Ah bah, oui, comme d'hab. Ah, bah oui. Qu'est-ce qu'il me demande, lui? Ah oui, il faudrait que tu partages. Je peux partager l'écran? Bah, j'ai autorisé le partage. Ah non, pardon. Qui peut commencer à partager? Tous les participants. Normalement, c'est bon, tu dois pouvoir partager là. Non, il me dit que je peux pas. Le voie binaire. Ah, c'est peut-être parce que tu es passé par un Voilà, navigateur aujourd'hui, comme ton ouais, application n'était pas à jour. voilà, c'est ça. Je pense que Tu ça veux me doit renvoyer être ton dernier ça. PowerPoint? Ah non, c'est bon, ça commence, ça y est. Ah bah, ça avait commencé. Mais alors, attends, je recommence. Voilà. Et autoriser. Et vous aviez mon dernier, le PowerPoint que j'ai mis Ça sur y mon est, bureau? c'est bon. Ah ben, c'est Là, bon, ça ben, y est, moi, on je... a ton partage. Donc maintenant, alors tu es en train de tout partager là, du coup, on voit absolument tout sur ton écran. Sauf Mais que maintenant, vous tu peux aller avez de la chance. sélectionner ton Vous PowerPoint. avez de la chance. Vous avez de la chance parce que moi, je ne vois pas mon écran sur l'écran. Ben non, c'est normal parce que, en fait, comme tu es par un navigateur, tu n'as pas les fonctionnalités de l'application. Et là, Attends, c'est en train de, attends, hop, voilà, c'est en là, train de réfléchir. là, vous l'avez. Pas encore. Bon, non, vous l'avez pas. Non, Non, là, c'est figé, j'ai l'impression. Moi, j'ai un problème, c'est que je peux pas. Je vois pas. Bah, soit tu me le renvoies, je le partage, soit je partage la dernière version que tu m'avais envoyée. Ouais, ouais, je vais te le renvoyer. Je vais te le renvoyer tout de suite. Ça marche. Vas-y, C'est un peu envoie. dommage. C'est un peu dommage parce que ça fait. Hmm.
C'est un peu moins pratique Non, pour toi, vas-y, du c'est coup. pas grave, parce que ça va être trop compliqué. Non, je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas te le partager, mais bon, Parce que je pense que c'est parce que tu passes pas par l'application, mais par le navigateur, ouais, comme ton application, elle était pas à jour. d'accord. Vas-y, arrête ton partage, du coup. Voilà, Non, c'est bon. normalement, tu. Ouais, ça y est, j'ai la main. Donc, je vais Non. lancer ton diaporama. Allez, c'est parti, Et mon les kiki. aléas du Ah, direct. Ouais, c'est exactement ouais. ça. Par contre, moi, j'ai rien du tout, hein. Attends, c'est parce que j'ai pas encore commencé le partage. Ah bon, d'accord. Hop, allez, je lance le partage. Voilà, Ça vient, HPV, voilà, c'est bien. c'est bon. Ok. Alors, hop. C'est bon. Est-ce que c'est toi qui passes les Allez. c'est toi qui passes les diapos Bah ou ouais, du moi? coup, c'est moi qu'il faut que tu me demandes de les passer. D'accord, vas-y. Attends, Eh bien, vous avez le grand écran ou vous avez l'écran avec les commentaires là? Vous non, avez là, quoi, vous? on a un petit écran, là. Ah Un ouais, petit bon, écran. attends. Je, je vais me remettre en mode normal. Voilà, comme ça. Je vais enlever ça et comme ça. C'est bon, vous l'avez là? C'est parfait. C'est mieux? Allez, vas-y, Gérard. Bon, juste rapidement, quelques mots sur le papillomavirus. C'est un virus, c'est un virus à ADN, et vous savez qu'on classe les virus selon qu'ils sont à ADN ou à ARN, selon qu'ils ont deux brins ou un brin, c'est-à-dire selon qu'ils ont deux chaînes ou une chaîne. Et donc là, le papillomavirus, c'est un virus qui n'est pas enveloppé, donc ça veut dire, on appelle ça aussi les virus nus, mais qui est limité par la capside, c'est-à-dire la capside, c'est des protéines qui protègent l'ADN pour pas que l'ADN soit trop fragile. Donc, voilà, le papillomavirus, c'est un petit virus, un 50 nanomètres, c'est vraiment pas grand-chose, c'est 4 fois plus petit que le SARS-CoV, par exemple, et c'est beaucoup plus petit que le monkeypox, dont on a beaucoup parlé les semaines précédentes. Donc, c'est un petit virus et qui a la caractéristique d'avoir un ADN à double chaîne circulaire. Et ce qui est un peu encore plus bizarre, c'est qu'il n'y a qu'un seul brin de cet ADN qui code et qui va donc donner qui contient le génome et qui va permettre la reproduction du virus. Suivante. Dans cette famille de papillomavirus, alors on peut la mettre soit dans la famille des Papovaviridae, soit dans les Papillomaviridae, peu importe. On retrouve d'autres virus qu'on connaît, hein, les adénovirus, le virus de l'hépatite B, celui de l'herpès, celui de la varicelle et du zona, et puis les poxvirus. Et vous voyez que dans les poxvirus, il y en a deux qui nous concernent, c'est le monkeypox, il n'y a pas longtemps, et puis tous les mollusca contagiosa qui sont provoqués par des poxvirus. Suivante. La caractéristique de ce virus, c'est qu'il infecte de façon spécifique des épithéliums qui se reproduisent de façon constante, donc des épithéliums qui sont fragiles, mais en même temps, cette caractéristique fait qu'on ne peut pas actuellement, on ne sait pas encore cultiver le papillomavirus en culture cellulaire, c'est-à-dire au laboratoire. Et donc, comme on ne sait pas le cultiver, ça pose le problème que le diagnostic virologique est compliqué et l'obtention d'antigènes vaccinaux ne peut pas se faire de façon facile. Et après, vous allez voir comment on fabrique le vaccin. Suivante. Donc, je viens de dire que ce virus, il est sur des épithéliums qui se reproduisent rapidement, soit des épithéliums cutanés, soit des épithéliums muqueux, et les HPV sont spécifiques de l'épithélium sur lequel ils vont se développer. C'est pour ça que sur la peau, vous avez du 6 et du 11, sur le col, vous avez du 16 et du 18, ou bien du 31, peu importe. Voilà. Et la caractéristique, c'est que comme tous les virus, il y a des variants. Et je vous rappelle que tous les variants sont des mutants, c'est-à-dire qu'il y a eu des modifications de leurs acides aminés dans le génome, mais tous les mutants ne sont pas des variants. C'est-à-dire qu'il y a plein de mutations qui passent inaperçues, et globalement, ça n'intéresse que le virologue qui s'amuse à faire des génomes. Et donc, vous voyez que pour le HPV, par exemple, le HPV 16, celui qui nous concerne vraiment par rapport au niveau du col, il y a 5 branches principales, dont une branche européenne, et puis d'autres branches qu'on ne voit pas en Europe et qui sont africaines, Asie et Asie-Amérique. Suivante. Le mode de transmission, vous les connaissez évidemment, le HPV, ça se transmet essentiellement par voie sexuelle, et on dit que c'est la maladie sexuellement transmissible la plus fréquente. C'est un contact direct peau à peau et muqueuse à muqueuse. Donc, si c'est contact peau à peau, muqueuse à muqueuse, ça peut se transmettre aussi par les mains, par le linge ou par certains objets ou certaines surfaces contaminées.
ce qui explique que les préservatifs ne sont pas protecteurs à 100%, puisque quand on a du HPV, on en a aussi sur le périnée, et donc il peut y avoir une transmission. Voilà. Et puis la transmission verticale, elle existe et elle est rare. Elle est rare parce qu'il faut que les femmes aient une charge virale importante, mais elle pose un vrai problème parce que c'est sans doute une des transmissions de la papillomatose laryngée du nourrisson, qui est vraiment une maladie, une pure saloperie. Suivante. Alors, l'infection naturelle, suivante. La caractéristique de cette infection par HPV, c'est que 70 à 80% des femmes qui sont contaminées vont présenter une séroconversion. Présenter une séroconversion, ça veut dire que quelques mois plus tard, entre 8 et 12 mois plus tard, si on leur fait une recherche si on fait une sérologie en dosant des IgG, on va trouver des IgG positifs. Et vous voyez que c'est seulement 70 à 80% et que cette production d'anticorps, elle est lente à apparaître et elle est faiblement efficace. Et ce qui fait qu'en plus, il faut vraiment être patient avant de savoir s'il y a eu une contamination. Chez les hommes, c'est encore pire. Il semble bien que la séroconversion soit rare, c'est-à-dire qu'il y a une conversion, il y a une infection, mais la séroconversion est rare et donc il ne va pas y avoir apparition d'anticorps, pas apparition d'IgG, surtout d'IgG de type protecteur. Suivante. Et donc, je voudrais... Ouais. Attends, on t'entend Christine, pas. on t'entend pas. Christine, on t'entend pas. Est-ce que tu pourrais mettre le micro un petit peu plus fort ou le rapprocher parce qu'on ne t'entend pas toujours très bien en fait? Là, je crois que je suis au maximum du micro. Alors, est-ce que comme ça, tu m'entends bien? Est-ce que comme ça, tu m'entends bien? Bah, moi, j'entends Bon, pas mal, Christine. Bah, je sais pas. Bon, c'est pas grave alors. Ben, nous, on t'entend bien en tous les cas. Ok. Bon, donc je disais donc que vous avez vu que pour les hommes, la réponse, elle est vraiment singulière et qu'en gros, on pense qu'un homme sur 5 contaminé par le HPV va développer des anticorps. Tous les autres, on n'aura pas la preuve qu'ils ont fait une infection, donc on ne retrouvera pas d'IgG. Et c'est encore pire pour certains HPV, par exemple le 16, pardon. C'est que là, vous voyez qu'en fait, il n'y a que moins de 5% d'hommes qui développent des anticorps, ce qui veut dire que là encore, la mise en évidence du diagnostic va être encore plus, a posteriori, va être encore plus compliquée. Suivante. Et puis, c'est ça le truc qui est un peu bizarre, c'est que cette immunité naturelle, elle ne va pas laisser de traces à long terme, mais pour autant, il va y avoir une clairance du virus. Ça veut dire que pour autant, il y a une efficacité pour lutter contre l'infection virale. Et il n'y a qu'un très faible pourcentage de gens contaminés, et particulièrement chez les femmes, il y a un très faible pourcentage de femmes qui vont garder du virus, puisqu'on considère qu'au bout de 2 ans, la clairance virale aura été efficace et il n'y aura plus d'infection au niveau du col. Mais en même temps, elle a été efficace, mais en même temps, elle ne laisse pas de traces. Suivante. Et donc, si elle ne laisse pas de traces, alors, deux types de la réponse immunitaire, je vais rapidement là-dessus. C'est sûr que quand il y a une contamination, il y a une apparition au niveau plasmatique et au niveau des sécrétions vaginales à moyen ou à long terme de 2 types d'immunoglobulines, des IgA, et ça c'est important parce que les IgA sécrétoires, on sait que ça a un rôle important, et puis des IgG, qui sont dirigés spécialement contre certaines protéines de la capside dont je vous ai parlé. Mais l'efficacité de la médiation humorale, vas-y suivante, en fait, ce qui se passe, c'est que, voilà, ce qui se passe, c'est que cette efficacité, elle n'est pas très bonne parce qu'il n'y a jamais de virémie. C'est-à-dire que quand il y a une contamination, il y a une contamination locale, il y a un développement d'anticorps, mais il n'y a pas de passage du virus dans le sang. C'est pour ça qu'on ne parle jamais de sérotype de HPV et on parle toujours de génotype parce que il n'y a pas ce passage, il n'y a pas cette virémie. Et vraisemblablement, le fait qu'il n'y ait pas une virémie fait que la réponse humorale n'est pas de bonne qualité et donc on n'a pas d'anticorps. Suivante. Voilà. En fait, tout ça pour dire que quand on retrouve des anticorps, on dose des IgG, à distance et qu'on retrouve des anticorps, pour certains, c'est juste la manifestation c'est un marqueur de la contamination, de l'exposition, et ce n'est pas du tout un facteur protecteur et on ne peut pas s'en servir. D'ailleurs, l'OMS dit clairement, pour l'instant, on n'a pas
on n'a pas de réponse exacte sur est-ce qu'il y a un taux d'anticorps protecteurs. Suivante. Donc, ça, c'est pour reprendre ce que je vous ai dit. Et en fait, chez les femmes, au bout de 8 mois seulement, après une pré-infection, on va retrouver des anticorps qui circulent et des anticorps au niveau des sécrétions vaginales. Suivante. L'immunité cellulaire, par contre, elle est sûrement beaucoup, beaucoup plus importante. Le rôle des lymphocytes CD4 et CD8, ce sont sûrement ce qui est surdéterminant par rapport à l'importance, à l'efficacité de la clearance virale. C'est ce qui va permettre de se débarrasser du virus. Donc, si l'immunité cellulaire marche bien au moment de l'infection, ben, il va y avoir une clearance virale qui va fonctionner et donc ça va nettoyer. Si, pour une raison X ou Y, ça peut être que passager, parce qu'on vient de faire une infection virale ou parce qu'on a pris des médicaments un peu particuliers, eh ben, l'immunité cellulaire va être moins efficace. Et si l'immunité cellulaire est moins efficace, il risque d'y avoir une persistance du HPV dans l'épithélium qui a été contaminé. Suivante. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce virus qui est latent dans l'épithélium contaminé, il peut se développer sous une forme un peu particulière qu'on appelle une forme épisomale. Vas-y, suivante. C'est-à-dire qu'en fait, on a une molécule d'ADN circulaire qui ressemble strictement à l'ADN circulaire du virus, mais qui est extra-chromosomique. Et donc, en fait, on ne peut pas la retrouver, on ne peut pas la différencier. Ce virus, il est dormant, il est là, il est installé. Et puis, à un moment ou à une autre, pour une raison X ou Y, le piège va fonctionner et le virus va se développer. Et ce qui fait qu'on peut avoir en apparence une clearance virale, c'est-à-dire que quand on fait un frottis ou une recherche d'HPV, on n'en trouve pas, parce qu'on n'a pas de moyen d'aller chercher plus profond. Oui. Et puis, après, quelques années plus tard, vont apparaître des lésions de CIN1, CIN2, CIN3. Donc, en fait, ce problème de réservoir viral… Attends, Gérard, parce qu'il y a quelqu'un qui est connecté là, qui a son micro d'ouvert et je vais couper le son. Je vais couper le son de tout le monde. Juste, je vais te laisser le tien comme ça. Hop là. Vas-y. Voilà. Et donc, ce problème de réservoir viral, c'est ce qui pose le problème de quel type de surveillance il faut mettre en place. Et ça peut permettre d'expliquer suivante. La question qui a été posée il y a déjà longtemps, ça fait plus de 15 ans, c'était en 2005, c'était d'avoir remarqué qu'il y a des femmes qui ont un cancer du col qui réapparaît tardivement, après 70 ans, après 75 ans. Et des femmes, par exemple, qui avaient changé de partenaire vers 50, 60 ans et qui font un cancer du col 15 ans après. Et il est très possible que soit, alors on a dit c'est parce qu'il n'y a plus d'œstrogène, parce qu'il y a une moins bonne défense locale, peut-être, mais peut-être que c'est une autre contamination, ou peut-être que c'est un virus qui était dormant et qui, secondairement, parce que les conditions locales sont moins favorables, sont plus favorables pour le virus, va permettre cette réapparition de cancer. Alors, je ne sais pas qui va s'occuper je crois que c'est Céline qui va s'occuper et peut-être qu'elle va nous parler du problème. Est-ce que les recos actuels de dire on arrête les frottis à 74 ans, est-ce que c'est pertinent? Et il y a des pays où on continue et il y a des pays où on les fait un peu différemment. Bon, on va même parler de tout ça. Voilà. Donc ça, c'était pour vous parler rapidement du virus. Suivante. Après, on attaque sur le vaccin. Donc, le vaccin, c'est après, un peu après. Ok, ça marche. Alors, on arrête là, Fabien? Ouais, c'est ça. Là, D'accord. Déjà, non, on fait le vaccin après l'intervention d'Alexis et de Céline. Okay. Non, avant Céline, pardon. On finira par le dépistage, je crois. Mais Alexis, je ne crois pas qu'il soit encore connecté. Je ne l'ai pas vu. Mais en tout cas, en attendant, peut-être que vous avez déjà des questions sur cette première partie. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment, soit en prenant la parole, soit par écrit. Allez-y si vous avez des questions. Sinon, je fais le virus, le vaccin. Attends, peut-être que peut-être on laisse le temps aux gens de réagir s'ils ont des questions. Ouais, bien sûr, bien sûr. Hop. Bon. No question pour l'instant. Ouais, c'est vrai, je suis allé un peu vite, je suis désolé, mais… Non, mais c'était. Enfin, je veux dire,
On avait dit une présentation du virus. Ouais, c'est ça. Après, je peux faire 1 heure sur le virus, mais je ne suis pas sûr que ça va passionner tout le monde. Non, je pense pas. Mais juste peut-être avant que Christine revienne là et qu'elle nous dise ce qu'on fait avec Alexis, enfin parce que il existe des sérologies. Bon là, tu nous as bien dit que du coup ça n'avait pas d'intérêt, mais sinon ça existe les sérologies Alors, HPV. ah ouais, ouais, tu peux faire une sérologie HPV. Alors, déjà, il ne faut pas la faire tout de suite parce que tu as vu que la montée des anticorps, elle C'était est long. extrêmement Ouais. lente. Deux, si elle est négative, ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas été contaminés, ça veut dire simplement qu'ils n'ont pas fabriqué d'IgG. Mhm. Euh, Et trois, ça et veut pas dire qu'ils n'ont trois, pas d'immunité en plus. voilà, parce qu'il peut y avoir une immunité. Alors, il peut y avoir une immunité à long terme, mais ça veut Mhm. dire qu'il faudra être capable de stimuler, de mettre en évidence les lympho B mémoire ou de les restimuler. Il faut le faire, à ce moment-là, il faut le faire qu'en laboratoire, donc ça coûte une fortune. Ce qui fait que la sérologie, c'est comme les sérologies chlamydier, quoi. Voilà, et c'est comme les sérologies d'herpès. C'est-à-dire, vous avez vu que c'est la même genre de, c'est la même famille, et donc en fait, c'est tous ces trucs-là. Et c'est la même sérologie, c'est la même famille que l'hépatite B. Et on sait que l'hépatite B, il y a des gens, il y a des caractères ethniques qui font qu'il y a certains qui ne répondent pas à la vaccination, ils ne fabriquent pas d'anticorps. Mhm. Et on sait aussi que chez certains individus, les anticorps disparaissent complètement, ils ne sont pas dosables, ils sont à zéro. Mais dès que les gens sont restimulés, on voit apparaître les anticorps protecteurs. Donc vraisemblablement, il y a un problème alors, c'est vraisemblablement à la fois un problème dans ce qu'on appelle les épitopes, c'est-à-dire les anticorps, les petites antigènes pardon, qui sont sur la protéine et qui vont servir à fabriquer les anticorps. Donc, les Mhm. petites variations d'épitopes font que les réponses ne sont pas les mêmes. Et nous, personnellement, on ne répond pas tous aux mêmes épitopes. Donc, ce qui fait que peut-être que là, il y a des progrès techniques à faire. Euh, mais pour l'instant, en fait, il faut considérer que les sérologies ne servent pas à grand-chose. Mhm. Ok. Bah, écoute, je te propose de continuer sur la vaccination. Je vais repartager l'écran. Hop. Ouais, comment on fabrique le vaccin? Allez, c'est parti, mon kiki. C'est bon? Voilà, ouais. Donc, comment on fabrique le vaccin? Vas-y, tic-tac. Donc, bon, ça, c'est ce que je vous ai déjà dit. Ouais. L'HPV, il n'est pas cultivable, donc on ne peut pas dire on va récupérer des antigènes vaccinaux. Et donc, on est obligé de le fabriquer. Et ça, c'est juste de la cuisine de laboratoire. On a quand même la chance que cette protéine L1, quand on la fabrique en laboratoire, elle a tendance à s'assembler et à fabriquer des choses qui ressemblent au virus. Et donc, ça, c'est quand même très, très confort. Voilà, suivante. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple, hein, on extrait le gène de la protéine L1 de l'ADN, on le récupère, et une fois qu'on l'a récupéré, on va le mettre dans des cellules qui vont le fabriquer, qui vont le reconnaître et le fabriquer, et la fabriquer, pardon, la protéine. Et donc, en fait, on récupère la protéine L1, on la met là, pour le coup, il se sert je ne trouve plus le mot, c'est d'une levure, et cette levure va fabriquer plein de protéines. Alors, et pourquoi on dit que c'est de l'ADN recombinant? C'est parce que l'ADN va être fabriqué dans une cellule qui n'est pas la cellule qu'il fabrique normalement. Voilà pourquoi on l'appelle recombinant. Suivante. Donc en fait, vous voyez que on a fabriqué la protéine. Alors bon, on choisit la protéine de L1 du HPV qu'on veut. Là, pour le premier Gardasil, on avait choisi 6, 11, 16, 18. Mais après, on choisit le papillomavirus qu'on veut. On prend la L1, on la met dans la levure. La levure fabrique la protéine. La protéine, elle a la caractéristique de se fixée par 5, et donc elle ressemble strictement au pentamère qu'il y a dans la cellule normale. Et en plus, ensuite, ces pentamères vont se réagencer pour faire, il en faut 72, et ça ressemble strictement au virus. Et c'est ce qu'on appelle virus-like particules, like protéine, c'est-à-dire la protéine qui ressemble à un virus. Et à partir de là, une fois qu'on a cette truc, c'est facile, on s'en sert, on la met dans un produit pour injecter, on rajoute un adjuvant et on va obtenir le vaccin. Voilà, suivante. Donc là, voilà, ça c'était pour dire que une fois qu'on a récupéré de la protéine L1, évidemment, elle est purifiée pour enlever toutes les petites choses qu'il y a autour. Elle est purifiée et elle va s'assembler spontanément quand on la met dans un bon milieu. Elle fait des pentamères, puis des
des virus, des protéines qui ressemblent strictement au virus. Voilà. Suivante. Donc, en fait, apparemment, comme ça, c'est assez facile à fabriquer, le virus, le vaccin HPV. D'ailleurs, le vaccin contre le coronavirus, le Novavax, il est fabriqué sur le même principe, sauf qu'au lieu de le mettre dans une levure, on l'a mis dans un virus qu'on trouve tout le temps, c'est tout le temps le même, le baculovirus. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fabrique les trucs. Et après, il suffit, vas-y, suivante. Après, il suffit de l'injecter et pour faire apparaître des anticorps. Voilà, donc la séquence, c'est on isole la protéine dont on a besoin, on la fait fabriquer, on la purifie, on la met dans un milieu favorable, elle fait des pentamères, puis des virus, des VLP, et à ce moment-là, on a ce qu'il faut, on les assemble et on fait un vaccin. Donc c'est assez simple sur le principe. Donc la composition du vaccin, c'est tout ce que je viens de vous dire, plus de l'adjuvant. Forcément, il y a de l'adjuvant. Hein. Forcément, l'intérêt de l'adjuvant et surtout l'adjuvant de l'hydroxyde d'alumine qui est utilisé de façon assez générale. L'intérêt, c'est que ça va présenter les molécules du vaccin, ça va les présenter à ce qu'on appelle les cellules qui présentent les antigènes, et ça va permettre aussi de relarguer lentement le produit à l'intérieur du muscle, et donc ça va améliorer la réponse immunitaire. Suivante. Bon, alors je vous passe les études sur l'efficacité du vaccin, parce qu'au début, on avait des preuves, on attendait des preuves, et puis petit à petit, on a eu la réponse, et les dernières études ont clairement montré qu'il y avait une efficacité à partir de CIAN jusqu'au cancer. Suivante. Je pense que ce qui est important à comprendre, c'est que ça, c'est important, hein, c'est qu'il faut compter au moins 4 à 6 mois entre chaque injection pour que les cellules mémoire induites arrivent à maturité. Et ça, c'est extrêmement important, le temps de maturation des lympho-B mémoire. Il faut vraiment leur donner le temps de se mettre en place et de pouvoir fabriquer des anticorps. Et donc, ça nécessite que le calendrier vaccinal ne soit pas 0,26, mais soit plutôt 0,46 ou 0, 4 ou 6 mois, et encore si on en fait 3, et on va discuter de ça. Donc en gros, ça serait plutôt 0,6 mois à 1 an, quoi, les vaccins, les doses, pour avoir une vraie efficacité et un bon temps de maturation des lympho-B mémoire. Suivante, je crois que je dois avoir... Ce que tu es en train de nous dire, c'est que le calendrier vaccinal tel qu'il est actuellement, il n'est pas forcément optimal, c'est ça? Non, on en reparlera tout à l'heure, mais... On va en reparler tout à l'heure, c'est ça, c'est l'éternel problème du décalage. Il y a par rapport au calendrier vaccinal, il y a quelques décalages qui sont évidemment discutables. Voilà. Donc, ce que je vous ai dit, c'est qu'il n'y a pas de corrélat immunitaire. Hein, donc, c'est-à-dire que là encore, on a des anticorps, mais on ne sait pas dire le taux d'anticorps qu'on a est suffisant pour dire que la femme est protégée. On l'a pas. Par contre, on a des études qui montrent que les femmes vaccinées ne font pas des infections à HPV alors qu'elles continuent à faire des infections à herpès et des infections à chlamydier. Voilà. Donc, là, on a mis du temps, mais on a une réponse clinique bien documentée. Je crois que c'est fini. Ouais, voilà, oui, suivante. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. En fait, les anticorps qui sont produits, c'est la même chose au moment de l'infection. Hein. Les anticorps qui sont produits, ils sont dans le plasma, et voilà, il va y avoir une transudation, c'est-à-dire que ça va passer à travers la membrane, ça va remonter tout l'épithélium pavimenteux du col, et ça va venir à la surface où il va y avoir une action locale, une neutralisation virale locale, purement locale. Voilà, pas du tout par un mode humoral. Voilà, c'est fini. Je crois qu'Alexis n'est toujours pas connecté, donc peut-être on va enchaîner avec le calendrier vaccinal. Alexis est là, mais il est sur son iPhone bon. parce qu'il avait un problème de connexion à l'hôpital, donc il a pris par l'iPhone, donc il va falloir que tu défiles le diaporama, Fabien. Ça marche. Il pourra voir quand même pour qu'on voit où on en est. Je pense. Ouais. Est-ce que oui. Je vois. Alors bonjour, Super. Désolé de ce contretemps. Alors, Christine t'a présenté tout à l'heure Alexis, mais ce serait sympa si tu pouvais te représenter quand même de vive voix.
Oui, alors Alexis, on ne le voit pas, mais bon, donc Alexis Sadoun, qui est ORL actuellement à Aulnay-sous-Bois, c'est ça, hein? Et Et qui a... Christine, t'as dit que tu C'est te ça. laissais se présenter, hein. Ah, pardon, j'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Ça m'a un peu perdu, oui. C'est Vas-y, bon, ben, Alexis, présente-toi alors, on te laisse Alexis. te Pardon. présenter, Donc, vas-y. voilà, je suis ORL avec une orientation carcinologique au centre hospitalier Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois. Et donc, on m'a demandé de faire une présentation sur les liens virus, Allô, Alexis? l'HPV. Oui, vous m'entendez? Ouais, ça avait coupé quelques secondes. Ah, d'accord. Donc, le lien entre le cancer ORL et le papillomavirus. Donc, voilà, la présentation elle a pour but d'apporter des arguments qu'on peut trouver dans la littérature qui semblent assez fiables pour penser que la vaccination HPV agit aussi sur le portage infectieux de la cavité buccale et oropharyngée des HPV qui sont contenus, dont les sérotypes vaccinaux sont contenus dans le vaccin. Et éventuellement, on n'a pas encore de données, et on verra à la fin, on n'a pas encore de données épidémiologiques sur l'incidence de la vaccination sur l'impact que ça a sur l'incidence des cancers oropharyngés liés à l'HPV notamment. Mais c'est des choses qui sont à faire et qui sont en cours. Voilà, donc on peut passer 2 diapos. Donc là, on a une répartition. On a une répartition, c'est donné de l'OMS sur la répartition des cancers oropharyngés en 2020. On voit que la France est assez concernée. On peut passer cette diapo également. Désolé, hein, je suis vraiment désolé. Il y a eu un problème de connexion. Donc, on a là, c'est des données françaises qui montrent que le carcinome épidermoïde des VADS est le 5e cancer en France, qui représente à peu près 15 000 cas. Il y a une diminution de l'incidence des hommes, une augmentation de l'incidence des femmes qui est probablement liée au fait que les femmes ont de plus en plus fumé récemment et ont de plus en plus consommé de l'alcool et du tabac. Mais la principale histologie est le carcinome épidermoïde dans quasiment 90% des cas. L'oropharynx représente quand même 10 à 15% de ces cancers des VADS. L'alcool, le tabac sont bien sûr des facteurs de risque qui sont connus, mais l'HPV oncogène aussi. Voilà. On a observé une diminution de l'incidence des cancers des VADS sur les dernières décennies, mais une augmentation en parallèle des carcinomes épidermoïdes oropharyngés liés à l'HPV, qui sont depuis plus de 10 ans qui représentent la plupart des carcinomes épidermoïdes oropharyngés dans les pays anglo-saxons. Et c'était en augmentation sur les dernières années en France. Et donc, on peut passer de diapo. Désolé, merci encore. Donc, on voit que l'oropharynx présente des carcinomes épidermoïdes qui sont non liés à l'HPV. On retrouve souvent une histoire alcoolo-tabagique. Et maintenant, il y a plus de 50%, 57% entre 2011 et 2021 de carcinomes épidermoïdes liés à l'HPV au niveau de l'oropharynx. Donc, l'HPV a pris le dessus dans l'oropharynx. On a également des carcinomes épidermoïdes nasosinusiens qui représentent une faible proportion, mais qui sont bien distincts sur leur histoire naturelle également. On peut passer de diapo. Donc, une étude monocentrique réalisée à l'IGR sur plus de 1000 carcinomes épidermoïdes oropharyngés ont montré que en 2019-2020, les carcinomes épidermoïdes oropharyngés liés à l'HPV sont devenus
sont devenus prépondérants dans l'incidence des carcinomes épidermoïdes oropharyngés. Donc, l'HPV est la première cause maintenant de carcinome épidermoïde oropharyngé en France également. Un tiers des patients, il a noté qu'un tiers des patients avaient plus de 70 ans, quel que soit le groupe. On peut passer de diapo. Merci beaucoup. Donc, là, on a des données américaines et françaises. Donc, on voit qu'aux États-Unis, même si chez les femmes, c'est pas le cancer le plus fréquent, on voit que globalement, tous sexes confondus, tous genres confondus, en 2020, on avait plus de carcinopidermoïdes oropharyngés liés à l'HPV que d'autres localisations. Et en 2015, c'était l'un des cancers les plus fréquents également en France. Ce sont les données de l'HAS. On peut passer diapo, s'il vous plaît, merci. Voilà, merci beaucoup. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà résumé l'histoire naturelle de la maladie au niveau de l'oropharynx, mais elle est très similaire à celle retrouvée au niveau du col. L'infection de l'épithélium tonsillaire dans les cryptes oropharyngées, dans les cryptes lymphoïdes oropharyngées, est assez fréquente, mais l'immunité spontanée fait que l'infection disparaît souvent. Voilà. Seulement, lorsqu'elle persiste, elle entraîne des mutations, une surexpression de certains oncogènes viraux qui altèrent les mécanismes de défense contre l'oncogénèse et qui aboutit en 10 à 30 ans à un carcinopidermoïde viro-induit à l'HPV, et le plus représenté, c'est l'HPV 16. Voilà. On peut passer de diapo si vous souhaitez. Merci encore. Le profil de ces carcinopidermoïdes oropharyngés est bien connu depuis plus de 10 ans maintenant. Ils sont de meilleurs pronostics globalement lorsque le tabagisme n'est pas significatif chez ces patients. Donc, il y a eu des études qui ont fixé à 10 packs années le seuil, d'autres à 20 packs années. Bon. Ils sont connus pour avoir une meilleure radiochimiosensibilité. Et dans les études de survie, on a moins d'événements carcinologiques et moins de décès non liés au cancer chez les patients HPV+. Voilà, donc la survie est meilleure également chez ces patients, même si on a quand même un peu moins d'un tiers des patients qui ont des événements carcinologiques, mais c'est globalement le meilleur pronostic. On peut passer de diapo, s'il vous plaît. Merci encore. Donc, un bref rappel sur la prise en charge d'un carcinome, d'un cancer ORL globalement. L'ORL fait un examen clinique, organise une panendoscopie pour le bilan local, une fibroscopie de gastro-duodénale dans tous les cas est recommandée, et une IRM cervico-ORL injectée est le meilleur examen pour analyser l'oropharynx sur plusieurs arguments, mais voilà, c'est très important de bénéficier d'une IRM pour nous. Le bilan d'extension, on réalise un scanner cervico-ORL donc pour le bilan local, mais également moi je réalise des thoraco-abdominopelviens depuis à peu près 1 an, parce que à chaque fois qu'on fait un TEP scanner, en général, on a le TEP scanner très facile et des recommandations d'indication du TEP scanner, mais faire un TEP scanner n'est jamais une erreur en soi. Et donc, quand on trouve des choses au niveau de l'abdomen, on refait un scanner abdominopelvien. Donc, moi, je pense qu'il faut préparer d'emblée un scanner complet. On réalise des biopsies lors de la PE, on demande aux anatomes pathologistes d'évaluer la présence de protéines P16 et plus ou moins la présence d'HPV. On a abouti à un TNM et certains détails par rapport au TNM, à une histologie, et dans le cas de l'HPV, c'est un carcinome épidermoïde, et on intègre au terrain du patient, on présente ça en RCP, en comité, et on conclut sur la prise en charge. Donc, le traitement, on peut passer de diapo s'il vous plaît. Merci. Le traitement des carcinomes épidermoïdes oropharyngés
Alors, le statut HPV n'oriente pas le traitement, mais il oriente le choix lorsque plusieurs options thérapeutiques sont possibles, compte tenu de la radiosensibilité connue de ces lésions. Et le stade, en tout cas, si on doit irradier des patients en post-opératoire, en dehors de certains cas précis, on a plus tendance habituellement à proposer une radiochimiothérapie à ces patients. Voilà, la dose d'irradiation n'est pas diminuée malgré le bon pronostic. Des études sont en cours de désescalade thérapeutique, mais on y reviendra. Mais pour l'instant, rien n'est acté, rien n'est consensuel. Donc, donc il y a beaucoup de discordances dans la littérature sur la meilleure prise en charge. Elle est très variable selon les comités, les centres, l'expérience des chirurgiens, notamment dans la chirurgie robot-assistée. Voilà. On peut passer de diapo si vous voulez. Donc, le traitement local repose essentiellement sur la chirurgie et la radiothérapie chez ces patients. On peut passer de diapo encore, s'il vous plaît. Merci. Dans les stades très précoces, une prise en charge unimodale est réalisable selon la localisation et le choix du patient également. Dans les grosses lésions, on s'oriente plutôt vers une radiochimiothérapie concomitante avec cisplatine au mieux, puisque c'est la meilleure option thérapeutique et par rapport aux séquelles fonctionnelles qui seraient laissées par une chirurgie, c'est la meilleure option également, sur le plan carcinologique et fonctionnel. Et pour les autres stades, c'est assez variable. C'est toujours un traitement qui est multimodal, soit avec une radiochimiothérapie concomitante d'emblée, soit avec une chirurgie puis radiothérapie post-opératoire. On peut passer de diapo, s'il vous plaît. Juste un mot sur l'HPV et le carcinome naso-sinusien. Donc, globalement, dans les carcinomes naso-sinusiens, sont souvent, c'est des carcinomes qui sont souvent découverts à un stade qui est localement avancé, compte tenu de la pauvreté des signes cliniques, obstruction nasale et quelques épistaxis parfois. C'est souvent très frustre. Donc, le meilleur traitement, c'est la chirurgie à marge saine, puis la radiothérapie post-opératoire. Et on sait qu'il y a de meilleurs pronostics, en tout cas les carcinomes naso-sinusiens liés à l'HPV. Récemment, il a été démontré qu'ils étaient de meilleurs pronostics, surtout si le pédicule d'implantation est dans la fosse nasale, puisque la résection, si vous voulez, il est plus facile de réséquer très large lorsque c'est pas la base du pédicule d'implantation n'est pas dans un sinus, n'est pas étendu à la fosse ptérygopalatine ou autre. Ben, voilà. L'accessibilité à la tumeur est importante pour avoir des marges saines aussi. La fréquence des carcinomes naso-sinusiens, les HPV dans les carcinomes naso-sinusiens est assez variable, mais environ de 15%. C'est des sujets qui sont un petit peu plus jeunes. La lésion à tissu plutôt dans les fosses nasales. Il est observé une meilleure survie, puisque le fait d'être dans les fosses nasales également, en fait, si par exemple une tumeur est un pédicule d'implantation sur un cornet, par exemple, sur le septum, on est loin de la base du crâne, loin de l'orbite, loin de la carotide et du nerf optique derrière. On est loin de toutes ces structures. On pense qu'elle serait plus radiochimosensible par analogie avec les carcinomes épidermoïdes oropharyngés, mais ça n'oriente pas pour l'instant pas le choix thérapeutique et c'est des choses qui sont encore à étudier. On peut passer 2 diapos encore, s'il vous plaît. Alexis, juste avant de continuer, Oui. il y avait une question, peut-être qu'on peut y répondre déjà. Oui. Est-ce qu'il y a une différence statistique entre les femmes ayant des relations sexuelles avec les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes et les femmes ayant des relations sexuelles avec les femmes? Est-ce qu'il y a une différence statistique? Alors, différence statistique sur l'incidence des cancers J'imagine, ORL okay. notamment. Ok, alors, pas à ma connaissance, je pense pas que. Alors, j'ai pas vu d'études passées sur ce qui parlait de précisément de cela.
j'ai pas vu d'études passer sur la pression par rapport aux relations sexuelles ou à l'orientation sexuelle pour l'instant. Non, ça pour le coup, je j'ai pas la réponse et j'ai pas vu passer de chiffres, De choses là-dessus. de critères Ok. là-dessus dans les résultats. En tout cas, non, Ça marche. j'ai pas vu passer. Ok, on continue. Donc, cancer ORL, il y a l'HPV prévention. Donc là, dépistage des CO. Voilà. Donc, il y a plusieurs études sont intéressées au fait de dépister éventuellement l'infection à HPV 16 notamment, et également la présence de cellules anormales par analogie avec les cancers du col. Donc, détecter la HPV 16 est possible, mais sur des amygdales, parce que la base de langue, l'oropharynx comprend bien sûr la base de langue et l'oropharynx, le voile du palais, la paroi oropharyngée postérieure, sont des zones de l'oropharynx. L'HPV se loge plutôt dans les cryptes lymphoïdes, comme on l'a dit, et c'est plutôt au niveau des amygdales et de la base de langue. La base de langue en pratique courante, en ORL, en consultation, on la palpe en donnant beaucoup de nausées aux patients, mais on doit la palper quand même. L'amygdale aussi, mais voilà, l'amygdale est accessible en consultation, mais la base de langue, prélever la base de langue de façon fiable, c'est quand même assez difficile à envisager. Donc, ça a été envisagé au niveau de l'amygdale. On a pu détecter des HPV, mais pas des anomalies histologiques de façon fiable ou cytologique de façon fiable. Pourquoi ? Parce que la microanatomie tonsillaire, c'est lié à la microanatomie tonsillaire. C'est vraiment des cryptes avec des lésions qui peuvent se développer au fond de la crypte qu'on voit sur le schéma en bas, à droite, et sont au fond d'invagination qui ne sont pas accessibles par un brossage ou par même des prélèvements. Et même si on fait des biopsies amygdaliennes, on peut passer à côté parfois. Voilà. Donc, c'est pas une lésion, c'est pas un épithélium plan, comme pour le col. Voilà. Donc, c'est pas des choses qui sont reproductibles, qui sont fiables. Donc, il n'y a pas de dépistage pour l'instant. On peut passer de diapo, s'il vous plaît. Merci encore. Donc, la vaccination à HPV. Alors, je ne suis pas immunologue, mais j'ai bien compris dans la littérature que c'est un vaccin qui est assez immunogène, qui protège bien et qui est efficace, surtout s'il a injecté avant l'infection qui a eu lieu au début de la vie sexuelle des jeunes et qui est très bien toléré. Donc, ça a prouvé la vaccination HPV pour l'instant, sur ce que j'ai lu, mais corrigez-moi si je me trompe, ça diminue l'infection HPV au niveau du col et de la cavité orale et oropharyngée, les lésions précancéreuses du col utérin et vulvovaginal, les cancers du col utérin et vulvovaginal, les condylomanaux. On peut passer de diapo, s'il vous plaît. J'ai trouvé cette étude donc pour montrer quand même qu'il y avait un effet sur le col. C'est une étude que j'ai trouvée. J'en ai trouvé plusieurs, mais celle-là, elle avait des schémas qui étaient assez parlants. Je trouvais que on voit en A que les femmes vaccinées en dessous, avant 16 ans bénéficient vraiment de la protection vaccinale. C'est-à-dire qu'à un certain âge, il y a une incidence des cancers du col qui augmente chez les patientes non vaccinées lorsqu'elles sont vaccinées ou qui sont vaccinées après l'âge de 16 ans. Donc ça, c'est une donnée plutôt intéressante. On peut passer de la diapo, s'il vous plaît. Malheureusement, en tête et cou, en ORL, CCF, en tête et cou, on n'a pas de données pour l'instant sur l'incidence des carcinomes épidermoïdes oropharyngés liés à l'HPV chez les patients vaccinés versus non vaccinés. Il y a un défaut d'études réalisées pour l'instant. Mais on a des données sur le fait que on a moins d'infections, jusqu'à 83% de moins de portage d'HPV oral et oropharyngé chez les patients vaccinés versus non vaccinés. Et on a également la présence d'anticorps post-vaccinaux IgG dans la salive et le sérum de ces patients
avec des chiffres qui sont vraiment pas négligeables du tout, que ce soit pour l'HPV 16 ou l'HPV 18. J'ai pas de données sur la durée du portage de ces IgG, mais bon, c'est quand même des éléments qui vont dans le sens. On peut passer de diapo éventuellement. Voilà, donc il y a vraiment eu plusieurs études qui ont été réalisées sur le portage de l'infection HPV chez les patients vaccinés versus non vaccinés. Et elles vont quasiment toutes dans le même sens. Alors, on peut passer de diapo également. Merci. Alors, ça, c'est juste une diapo pour montrer que également, dans l'oropharynx et la cavité buccale, chez les patients non vaccinés, on a une diminution qui serait significative des infections à HPV dont le sérotype est contenu dans le vaccin. Voilà. Donc on a un effet de masse, entre guillemets, de protection indirecte liée à la vaccination. On peut passer de diapo. Donc en France, on a, si je ne me trompe pas, on a 2 vaccins actuellement. Le troisième n'est plus commercialisé, il me semble. Mais si je me trompe, vraiment, corrigez-moi. Donc, on a le Cervarix et Gardasil pour les 2 sexes. Voilà, les 2 genres, les filles et les garçons. Au mieux avant l'activité sexuelle, également chez les immunodéprimés pour le Gardasil 9. Et par contre, on n'a pas dans les indications la prévention des carcinomes épidermoïdes oropharyngés, viro-induits et à l'HPV. Alors que, on peut passer de diapo, aux États-Unis, la FDA, en 2020, a approuvé cette indication dans la vaccination HPV. On peut passer de diapo encore, s'il vous plaît. Merci. Le problème actuel, c'est que par rapport aux objectifs qui ont été fixés par l'Europe et par la France, on a une couverture qui est totalement insuffisante, alors que le bénéfice est vraiment démontré. Donc c'est une chose sur laquelle... alors, on peut éventuellement passer de diapo encore, s'il vous plaît. Merci. Donc, c'est une chose sur laquelle... voilà, c'est un axe de travail, comme la vaccination HPV doit être proposée le plus possible aux jeunes. Donc, elle est justifiée par l'augmentation de l'incidence des carcinomes épidermoïdes oropharyngés, P16+, et sur l'efficacité sur la prévention des autres cancers liés à l'HPV et également sur l'efficacité sur le portage des HPV de sérotypes contenus dans ces vaccins. Est-ce qu'elle est recommandée plus tôt? Est-ce qu'elle doit être obligatoire? On n'a pour l'instant pas de données en ORL sur l'incidence de la vaccination, sur l'impact de la vaccination sur l'incidence des carcinomes épidermoïdes oropharyngés liés à l'HPV, mais ce sont des études à mener. On peut passer de diapo encore une fois. Donc, on a d'autres choses sur les carcinomes épidermoïdes oropharyngés, notamment liés à l'HPV, puisqu'ils sont connus pour être de meilleurs pronostics globalement et être plus radiochimosensibles. À résultat carcinologique équivalent, le but est de diminuer la toxicité du traitement, notamment de la radiothérapie ou des morbidités de la chirurgie associée à une radiothérapie post-opératoire qui est vraiment non négligeable. Voilà. Dans les populations dans les sous-populations qui sont de bons pronostics. Voilà. C'est des études qui visent, surtout, on peut passer de diapo s'il vous plaît, ce sont des études qui visent surtout à diminuer, comme l'étude Pathos en cours,
qui vise surtout à diminuer la radio dans les groupes intermédiaires qui sont estimés à risque intermédiaire, la dose d'irradiation post-opératoire ou à ne pas réaliser de chimiothérapie concomitante chez les patients à haut risque avec une dose d'irradiation post-opératoire qui reste la même que pour les P16 mois. Voilà. On peut passer diapo et c'est terminé. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus, les uns et les autres? Oui, bonjour. C'est Bernard Piqueras, biologiste. J'ai pas Bonjour. de questions là sur le cancer. Par contre, je voulais revenir sur les sérologies HPV, simplement pour vous dire que ça existe sûrement en milieu spécialisé, mais en routine, on n'a pas de sérologie HPV, à ma connaissance. Bon, de toute façon, Gérard nous disait tout à l'heure que ça n'avait pas grand intérêt, donc Oui, c'est au ça. moins, Non, mais avant tout, c'est clair des deux côtés. Ça sert à rien et c'est pas disponible. Comme voilà, ça. exactement. Ouais, Ok, c'est très bien. en fait, si tu réfléchis bien, c'est le même problème que la sérologie avec le coronavirus, quoi. C'est-à-dire que Ah, je me suis abstenu de le dire tout à l'heure pour pas non, prendre sens là-dedans, mais c'est ce que j'ai pensé aussi très fort. le fond, c'est si on n'est pas capable de mettre en évidence. Ce qui est intéressant, c'est de mettre en évidence les anticorps neutralisants. Si on ne met Ouais, pas en c'est ça. évidence les anticorps neutralisants, le reste, c'est de la littérature, quoi. Voilà, donc, je pense qu'en tous les cas, c'est un bon message de dire que ça ne sert à rien de faire une sérologie HPV, quoi. Je suis assez d'accord. Ça servira quand aux gens qui veulent pas faire vacciner leurs gamins, le jour où ce sera obligatoire. Ouais, c'est ça. Non, mais il faudra leur dire que même s'il a des anticorps, ils ne sont pas protecteurs. On n'en sait rien s'ils sont protecteurs, quoi. Donc, Mm. Est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus ou d'autres remarques avant qu'on continue avec la présentation de Gérard sur la vaccination, sur le schéma vaccinal? Non? Allez, on continue. Donc, je me Merci remets beaucoup. sur ton diaporama. Merci Alexis, parce que c'était difficile pour toi. Merci Alexis. On sait que c'était difficile ces derniers temps. Voilà. Ah, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, hop, on continue. Allez, vaccination, c'est parti. voilà, Hop calendrier là. vaccinal. Alors, le calendrier vaccinal, en fait, j'ai découpé le calendrier vaccinal et les messages importants, c'est il faut vacciner les filles et les garçons. Alors, le message, c'est entre 11 ans et 14 ans. En gros, ça veut dire que si on les rate à ce moment-là, le deuxième truc, c'est on fait un rattrapage. Et si on fait un rattrapage jusqu'à 19 ans, mais pourquoi 19 ans et pas 20 ans? Ou pourquoi 20 ans et pas 21 ans? Donc, en gros, il y a une fourchette là qui est un petit peu, comme d'habitude, il y a une fourchette qui est un petit peu grise. Et si vous avez des patients-patientes qui n'ont pas eu une activité sexuelle débordante à 21 ans, je pense que c'est tout à fait licite de leur proposer la vaccination. Et en plus, je pense qu'à la CPN, ils ne regarderont même pas l'âge. C'est-à-dire que le vaccin sera pris en charge, remboursé, et il n'y aura pas de contrôle. Donc, je pense qu'il faut vacciner beaucoup, même plus tôt, parce que, par exemple, les Italiens ont vacciné à 9 ans et avec de très bons résultats. Les Australiens aussi ont vacciné beaucoup. Je pense que ça a dû intéresser Céline, parce que les Australiens ont beaucoup vacciné les petites filles à l'école et avec d'excellents résultats à long terme. Donc, on vaccine les garçons et les filles, en gros dans la fourchette si les parents acceptent. Et puis après, il faut faire du rattrapage. Et de toute façon, quand on fait du rattrapage, je pense que vous allez voir, on peut discuter le schéma vaccinal. Suivante. Bon, même si on fait des vaccins et même si ces femmes sont vaccinées, il faut continuer à faire des frottis, mais ça, c'est Céline qui va vous en parler. Suivante. Pour l'instant, ça veut dire que pour l'instant, il ne faut pas considérer qu'on peut se dispenser de faire des frottis. Après, il y a deux populations particulières. C'est les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes et les immunodéprimés. Là, le schéma vaccinal, il semblerait qu'il faille plutôt proposer trois injections plutôt que 2.
surtout chez les sujets immunodéprimés. Chez les hommes qui ont des relations avec les hommes, la limite d'âge, c'est 26 ans, mais là encore, ça dépend de la vie qu'il a menée, ça dépend de où qu'ils ont mené. Et je pense que là aussi, il y a une vraie prophylaxie à faire par rapport aux lésions anales et aux lésions et au condylome. Et donc, on peut aussi discuter de l'âge de la vaccination. Alors, tout à l'heure, il y avait un truc sur... on a dit que quand il y a une infection sauvage, cette infection, elle est spécifique, c'est-à-dire que quand on fait une infection à HPV-16, on ne va pas avoir une protection HPV-18 et ainsi de suite. Pour la vaccination, il semble que ce ne soit pas aussi strict que ça. Et il y a quand même l'impression que les gens qui avaient le Gardasil, par exemple à 4, qui avaient juste 6, 11, 16, 18, eh ben, on a eu l'impression dans les enquêtes épidémiologiques que les autres HPV au niveau du col étaient moins fréquents, et notamment les HPV oncogènes, et que donc peut-être que la vaccination, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que, la vaccination, elle donne une bien meilleure réponse immunitaire que l'infection sauvage, mais deux, il semblerait qu'elle soit en même temps pas spécifique d'un seul HPV, mais qu'il y ait une protection qui déborde un petit peu. Voilà, donc tout ça pour dire que pour les immunodéprimés, il faut 3 injections. Pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, on peut faire 2 ou 3, mais peut-être qu'il faut se poser la question aussi d'étendre un petit peu cette limite très arbitraire de 26 ans. Suivante. Alors le schéma vaccinal, voilà, c'est ce que disait tout à l'heure. Hein. Entre 11 ans et 14 ans, on fait 2 injections, une dose et puis la deuxième dose 6 à 1 an après. Et puis pourquoi entre 15 et 19 ans après, 15 et 19 ans, on fait 0, 2 et 6 par rapport à la maturation des lympho-B mémoire, ce n'est pas un bon schéma. Et le bon schéma, c'est plutôt 0 à la limite 4-6, et puis la troisième injection, si on en fait une, et vous allez voir qu'il faut vraiment la discuter, ça serait à 1 an, c'est-à-dire ce ne serait pas faire 0 de 6, mais ce serait plutôt faire, moi je pense que ça serait bien de faire plutôt 0,6-12. Mais je ne suis pas en odeur de sainteté par rapport au Comité national des vaccinations. Voilà. Globalement, la recommandation, c'est de dire maintenant, à partir de maintenant, il faut vacciner avec le Gardasil 9. Bon, le Cervarix, je ne sais pas pourquoi il a été autorisé, parce que ça ne présentait pas d'avantage par rapport pour HPV 16 et 18, et ça présentait l'inconvénient majeur de ne pas protéger sur le 6 et le 11, c'est-à-dire tous les condylomes. Voilà. Et puis, si vous récupérez les gens qui ont eu un vaccin il y a 1 an, et puis que finalement ils se décident pour la deuxième injection, eh ben, on leur fait en rattrapage une seule injection, ce n'est pas la peine de refaire un schéma, on leur fait une seule injection et on va avoir une bonne réponse immunitaire. Donc, et puis au prix du vaccin, une seule dose de rattrapage, ça suffit. Suivante. Voilà, ça c'était pour rappeler que initialement le Gardasil 4 c'était 6, 11, 16, 18, et puis qu'on a rajouté d'autres HPV oncogènes, et que l'efficacité attendue, hein, l'efficience du vaccin attendue, c'est passé de 70-75% de protection des cancers du col, puisque ce sont les virus qui étaient responsables de 70 à 75%, aux alentours de 90%. Donc, ce qui serait quand même une belle victoire, et ce qui souligne quand même le fait que pour l'instant, il faut continuer à faire des frottis, et à mon avis, il va falloir faire des frottis encore quelques années. Suivante. Alors bon, ça c'était sur la base d'épidémiologique, mais ça c'est l'affaire de Céline. Suivante. Il y a quelques questions. Pourquoi le vaccin est aussi cher en France? Ça, c'est un mystère. Franchement, c'est un mystère parce que les Australiens ont vacciné toute leur population de petites filles en ayant un vaccin à 30 $, australiens, ce qui est 70% de l'euro. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont eu un vaccin à 20 balles, quoi, en gros. Hein. Et nous, on continue à le payer 115 balles. Quoi. Donc là, il y a un vrai problème. On se demande si les conflits d'intérêts n'existent pas. Bon, pas de rappel prévu pour l'instant. Vous avez vu, pour l'instant, on n'en parle pas et on va, à mon avis, en parler de moins en moins. Après, les 2 questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut étendre l'âge de la vaccination jusqu'à 45 ans, puisque vous savez qu'il y a le problème en France du nombre de couples qui se séparent avant 45 ans, et à peu près 1 sur 2 hein, en France, et qu'on sait que s'il y a un changement de partenaire, il peut y avoir recontamination par le même virus, mais qui sera un petit peu différent, et qu'il peut y avoir, ce virus-là peut déclencher une réaction plus violente qui ne va pas entraîner une clérance virale. Donc en fait,
Est-ce qu'il faut vacciner après 45 ans? Suivant. Bon, je vous la fais courte, parce que c'est un travail américain qui a été publié en 2000. Si on garde la politique actuelle de vaccination américaine, en gros, en termes de qualité de vie, c'est-à-dire d'années gagnées en qualité de vie, c'est considéré comme rentable aux États-Unis de faire ce schéma vaccinal et on s'arrête à 26 ans. Si on fait un calcul sur combien coûte, vas-y, suivante, de passer la vaccination à 45 ans, on gagne en termes d'efficacité pas beaucoup. C'est entre 0,2 et 0,4%, on gagne, donc ça ne fait pas beaucoup. Et en réalité, et en fait, au lieu d'être à 35 000, on est à 147 000, c'est-à-dire on multiplie par pratiquement 4 le coût. Et à ce moment-là, en termes de qualité, c'est-à-dire de validité qualitative de vie, ce n'est pas rentable du tout. Donc, pour l'instant, il n'y a personne qui a proposé la vaccination jusqu'à 45 ans. Après, si une femme de 30 ans vous demande qu'elle a envie d'être vaccinée, moi je pense que, en sachant qu'elle ne sera pas remboursée, moi je pense que c'est licite de la vacciner, d'autant plus qu'une ou 2 injections maximum devraient suffire. Donc ça, la première, est-ce qu'il faut étendre le délai de vaccination? C'est discutable et pour l'instant, personne ne va mettre autant d'argent là-dedans, sauf si à un moment, le coût du vaccin, c'est 20 euros, quoi, ou 30 euros. Suivante. Après, le problème des doses vaccinales, ça c'est un vrai problème, parce que il n'y a pas longtemps, l'OMS a dit clairement que le schéma vaccinal qu'on pouvait accepter maintenant pour le HPV, c'était une seule dose de vaccin, et que ça permettait, cette dose de vaccin, d'obtenir une protection qui soit équivalente au schéma à 2 doses. Après, ce travail-là, vas-y, suivante, ça part d'une étude qui a été publiée dans le New England, dans le Lancet Oncology, par exemple, il y a 1 an, où il y avait 18 000 femmes qui avaient été suivies. C'est en Inde, un travail qui a été fait conjointement avec le groupe de recherche de Lyon, et qui a montré qu'en fait, quand on suivait ces femmes pendant 9 ans, en les voyant soit avant le mariage, après leur premier accouchement, eh ben, on avait une efficacité qui était identique en termes de prévention des infections HPV 16 et 18, qui était identique. Vous voyez que c'était 95%, 93% et 93% qu'on fasse 1, 2 ou 3 doses. Et donc la conclusion de ce travail, c'était de dire, vas-y, suivante. Bon, ça, vous regarderez les courbes si vous voulez, mais ça montre clairement que pour le HPV 16, le fait de faire une seule dose, malheureusement la courbe elle est cachée, ça montre clairement que c'est efficace. Et donc la conclusion de ce travail, c'était de dire, particulièrement dans les pays à faible revenu, faire une seule dose de vaccination. Ça permet d'être efficace avec une très très bonne efficacité, et surtout en termes de prix, en termes de coût, c'est absolument tout bénéfice. Suivante. Évidemment, la réponse des experts français en juin 2022, c'est-à-dire cette année, c'était de dire non, il ne faut pas le faire parce que, la couverture vaccinale en France n'est pas bonne, je ne vois pas bien ce que ça change, et il donne un chiffre de 24% qui a été repris par le collègue ORL. Ce n'est pas tout à fait le bon chiffre parce que le BEH qui vient d'être publié montre que la couverture vaccinale en France est supérieure à 40% actuellement, donc il y a quand même eu un progrès. Et le deuxième truc, c'est de dire que si on fait 2 ou 3 doses, ça permet d'augmenter le taux de production d'anticorps. Sauf que comme on n'a pas de corrélat immunitaire sur le taux d'anticorps qui est efficace, ça paraît vraiment être un argument complètement tiré par les cheveux. Voilà, suivante. Donc, c'est vrai que dans la jungle, ils se grattaient la tête en disant qu'est-ce que c'est que ce truc où on nous dit que les anticorps vont être augmentés alors qu'on n'a pas de corrélat immunitaire, hein. C'est le même truc que pour le coronavirus, hein. On n'a pas de corrélat immunitaire. On ne sait pas si en avoir 1500, c'est mieux qu'en avoir 500. Et puis, mais là, il n'avait pas encore eu la publication. Il y a une publication tout à fait récente qui vient d'être faite, suivante. Un travail qui a été fait. Donc ça, c'était pour montrer qu'en France, la couverture vaccinale actuellement pour le HPV, c'est 44%. Elle est moins bonne en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et en l'île de la Réunion. Il y a vraiment des problèmes culturels très, très compliqués par rapport à la vaccination.
Et vous voyez qu'en France métropolitaine, plus les gens viennent d'un milieu aisé et plus les filles viennent d'un milieu aisé et plus elles sont vaccinées. Voilà, donc ça veut dire quand même qu'il va falloir beaucoup travailler pour arriver à vacciner tout le monde. Suivante. Et puis, il y a donc un travail qui vient d'être publié là, en octobre 2022 dans le Lancet, qui est cette portion du Lancet qui s'intéresse à la santé globale dans le monde, donc à des études qui sont faites un peu partout dans le monde, et qui montrent quand même que une seule dose de vaccination versus 2 doses de vaccination, que ce soit avec le bivalent ou avec le nonavalent, comme on dit, ouais, nonavalent, montre une très bonne réponse immunitaire et que donc la conclusion du travail, alors c'était sur 1000 filles seulement, mais quand même il faut s'en servir, suivant, c'était de dire que finalement, ah ben, il n'y avait pas, ah voilà, ben voilà, c'est ça la conclusion. Non, vas-y. Ah ben non, il n'y a pas la conclusion, ça a sauté, je ne sais pas. Bon, la conclusion de ce travail, c'était de dire qu'on peut envisager, au moins dans les pays à faible revenu, mais pourquoi que dans les pays à faible revenu, on peut envisager de dire qu'une seule injection de vaccin comme schéma vaccinal peut être suffisant pour donner une bonne immunité et assurer une bonne protection, au moins pour les lésions du col. Sur ces bonnes paroles, je transmets le relais à Céline. Merci Gérard. Des questions, évidemment. Céline, tu as ton diaporama pour le partager? Donc, on y va, on essaye. Comme tout le monde, ça ne marche pas. Ah, comment ça marche pas? J'arrive pas à partager. Attends, je vérifie que mes options soient bien activées. Si. Mais... Attends. Si. Ah, ça se lance. Ça y est. Ah, miracle. C'est beau la technique quand ça marche. Voilà. Par contre, je voulais le mettre en mode lecture. Il n'a pas l'air de vouloir. Si. Ouais, c'est quand tu mets en mode lecture sur Zoom, c'est pénible parce qu'après, tu ne vois plus. Bon. Quand tu es sur Zoom. Ok. Mais bon, fais comme tu veux. On y va. Alors, moi, je vais vous parler de dépistage et HPV et essentiellement du dépistage organisé, voilà, qui est donc mis en place par le Centre régional de dépistage des cancers. Alors, rapidement, l'épidémiologie du cancer du col de l'utérus. Donc, là, c'est donc la carte de l'OMS qui vous a été présentée tout à l'heure pour l'incidence des cancers ORL. Donc là, c'est sur l'incidence du cancer du col de l'utérus. Et comme on voit, cette incidence est élevée donc, dans les pays sous-développés. En France, pour vous donner une idée, c'est le 12e cancer le plus fréquent chez la femme. Donc, il y a à peu près 3000 nouveaux cas par an, 1100 décès. Et l'âge médian au diagnostic, qui est donc excessivement lié à cette histoire de la maladie avec le HPV qu'on vous a présenté, est donc de 53 ans. Alors, l'histoire naturelle de la maladie, je vais passer assez rapidement puisque ça vous a bien été évoqué par Gérard. Alors, donc, la contamination par le HPV se fait au moment du premier rapport sexuel et donc, c'est la persistance de ce virus dans le corps qui va développer des lésions précancéreuses, donc généralement vers 30 ans, et ensuite qui va donc développer vers 53 ans le cancer du col de l'utérus. Il faut savoir, comment ça vous a été dit, que 80% des femmes sont exposées au cours de leur vie à ce virus. Il y a donc 600 millions de personnes infectées dans le monde et que, donc, comme vous a très bien expliqué Gérard, 90% des infections HPV régressent spontanément après 2 ans. Là, c'était pour vous expliquer un peu que donc il y a une contamination par le HPV, c'est la persistance du virus dans le corps qui va faire qu'on va avoir des lésions précancéreuses. À tout moment, ce virus peut être éliminé et à tout moment, on peut donc régresser dans les stades de lésions précancéreuses. Entre la contamination par le virus HPV et le cancer, il se passe en moyenne à peu près 20 ans, donc c'est très long. Donc, les facteurs de risque de contamination du HPV donc, sont le multipartenariat, les rapports sexuels à un âge précoce et les facteurs de persistance qui vont faire que la femme aura du mal à éliminer le virus. Donc, ce sont donc le tabac, les femmes immunodéprimées et présentant d'autres maladies sexuellement transmissibles.
Donc, comme on l'a bien vu, les 2 moyens de prévention primaire sont donc le vaccin, le Gardasil 9. Alors donc, ça c'était les chiffres de 2018. Donc en effet, maintenant en 2022, pour le taux de couverture vaccinale en France, c'est un peu mieux, c'est aux alentours de 44%. Toutefois, ça reste quand même inférieur à certains pays, notamment en Angleterre, où le taux est à quasiment 90%, mais c'est aussi dû au fait que c'est une vaccination qui est systématique en milieu scolaire. Donc la prévention secondaire, qui est donc l'objet de ma présentation, c'est donc la cytologie cervico-utérine ou le frottis ou le test HPV. Donc, quand est-ce qu'on choisit un ou l'autre? Donc là, je vais vous présenter donc les nouvelles recommandations de la Haute Autorité de Santé. Ce sont des recommandations qui sont sorties en 2019. Donc, si la patiente est âgée entre 25 et 29 ans, étant donné donc l'histoire de la maladie, nous allons donc faire un frottis, un examen donc cytologique. Donc le premier est à 25 ans, il y a un autre à 1 an après, donc ça fait 26, et ensuite c'est tous les 3 ans. Passé 30 ans, on peut donc passer sur le test HPV. Donc, les recommandations sont donc de faire un test HPV entre 30 et 65 ans, avec donc un intervalle tous les 5 ans. Donc, pourquoi on ne fait pas de test HPV chez les femmes entre 25 et 29 ans? Puisque, comme ça vous l'avez évoqué, le test reviendra quasiment systématiquement positif. Ça, c'était un peu pour vous présenter les couvertures de dépistage qui sont quand même assez faibles en France. Alors, je vais vous présenter après donc l'objectif pour arriver à diminuer l'incidence. On vise un taux de couverture aux alentours de 80%. Donc ça, nous, c'est une étude faite dans la région Île-de-France sur des taux de couverture qui ont été mis en place avant le dépistage organisé du cancer du col de l'utérus, donc entre 2017 et 2019. Donc, on voit que ça va donc de 45% à 57% à Paris, et que c'est quand même assez lié au niveau socio-économique, puisque le département du 93, qui est un des départements les plus proches d'Île-de-France, est là où on observe le taux de dépistage, le taux de couverture le plus faible. Alors, quels sont les freins liés à ce dépistage? Donc, ça reste un dépistage très particulier puisqu'il touche quand même l'intime de la femme. Alors, après, on retrouve des freins classiques dans tout dépistage de cancer. La peur du cancer, la peur du résultat, le manque de temps. On préfère être dans l'immédiat, dans le traitement de la maladie, plutôt que de se projeter dans un dépistage d'une maladie hypothétique. Après, il y a beaucoup d'inégalités face à la prévention, et on sait que ce dépistage est excessivement donc lié au niveau d'éducation, à l'indice de défavorisation sociale, ce que je vous présenterai après. Après, donc, il y a des freins, comme je vous l'ai dit, très spécifiques au fait que ça soit qu'on touche le col de l'utérus, une gêne sur la localisation, une difficulté à se déshabiller, peur d'avoir mal. C'est quand même un geste assez intrusif. Voilà. Alors, les déterminants de non-recours à ce dépistage, donc ça, c'est issu des recueils, nous, sur la région Île-de-France, ça date un peu, mais on retrouve, sur les analyses que j'ai faites récemment, on retrouve exactement la même tendance. Et donc, ce sont les femmes les plus âgées, donc notamment entre 60 et 65 ans, qui se font le moins dépister. Alors, notamment parce que après la ménopause, on va moins consulter, on parle moins de gynécologie, et donc le professionnel de santé aura moins tendance à proposer un test de dépistage. C'est donc un dépistage qui est aussi très lié au niveau socio-économique de la femme. Donc ça, c'est une étude qu'on avait fait sur le département du Val-de-Marne, puisque c'était un département pilote avant la mise en place du dépistage organisé. Et donc, c'est selon l'indice de défavorisation sociale, on voit le pourcentage de femmes non dépistées, et on voit bien que plus les femmes habitent dans des quartiers de faible revenu, moins elles vont se faire dépister. Et on retrouve aussi le même type de lien. Ce sont donc les femmes de catégorie avec un diplôme supérieur qui se feront plus dépister. Alors, je vais donc vous présenter l'objectif de ce dépistage organisé du cancer du col de l'utérus. Donc, les principaux objectifs, c'est bien sûr de réduire l'incidence et le nombre de cancers de 30% à 10 ans.
et de réduire les inégalités de recours au dépistage. Donc, ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Pour atteindre ces objectifs, donc, il y a une mise en place opérationnelle du programme qui est donc fait par les CRCDC. Et donc, alors, l'objectif, c'est d'atteindre 30% de couverture de ce dépistage pour la population cible, de bien sûr réduire les inégalités sociales, donc faire en sorte que les femmes les plus défavorisées aient aussi accès à ce dépistage. Et l'objectif de ce programme, c'est aussi quand même de rationaliser les pratiques et de faire en sorte que les professionnels suivent les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Donc, les CRCDC ont un petit ajout supplémentaire puisqu'on va donc suivre toutes les femmes ayant un examen positif et on va vérifier qu'elles aient bien une prise en charge adaptée derrière. Alors, donc, depuis quand ce programme a été mis en place? Donc, il a été mis en place en 2018. Les premières invitations ont été donc envoyées en région Île-de-France en 2019. Et il faut savoir que donc il y a eu une petite adaptation du cahier des charges en 2020 où donc le test HPV a été donc remboursé dans le cadre du dépistage organisé. Donc, quelles sont la population cible? Donc, ce sont les femmes de 25 à 65 ans, donc avec un type de test selon la tranche d'âge. Pour vous donner une idée, en 2020, en Île-de-France, la population cible était aux alentours de 3 millions de femmes. Donc, comment? Donc, on l'a vu, un test HPV ou un frottis selon la tranche d'âge. Et donc, ce qui est nouveau dans ce dépistage organisé, c'est qu'il y a une prise en charge à 100% par l'assurance maladie pour la lecture du test. Alors, pas la consultation médicale, qui va rester donc aux modalités habituelles, mais la lecture du test dans les laboratoires est prise en charge à 100%. Alors, à quelle fréquence? Donc, il faut savoir que donc, le CRCDC envoie donc des courriers avec ce bon de prise en charge pour la lecture du test à toutes les femmes qui sont donc non à jour de leur dépistage. Et encore une fois, pour vous donner une petite idée, en région Île-de-France, en 2020, nous avons fait partir donc 550 000 invitations. Alors, qui peut réaliser ce test? Donc, les professionnels de santé, médecins généralistes, sages-femmes gynécologues, et aussi donc également des médecins biologistes avec une prescription médicale. Ce test peut être réalisé donc dans de multiples endroits, cabinets, laboratoires, hôpitaux, PMI, hôpital. Et donc, maintenant, on va se poser la question de l'autoprélèvement, puisque vous avez dû en entendre parler. On pourra échanger là-dessus après si ça vous intéresse. Alors, comment s'organise ce dépistage organisé? Donc, la population cible, ce sont les femmes de 25 à 65 ans. Pour les femmes non à jour, nous envoyons donc des invitations à cette population cible. La femme munie de son courrier va voir le professionnel de santé de son choix et celui-ci va juger donc s'il y a une nécessité ou pas donc, de lui faire ce dépistage. Le dépistage ensuite est envoyé en laboratoire et si en cas de résultat positif, il va y avoir une orientation vers un suivi spécialisé. Donc, nous allons suivre les résultats de cette patiente donc en cas de résultat positif, comme je vous l'ai dit. Et les résultats sont envoyés à la patiente, au médecin prescripteur et au CRCDC. Voilà. Et puis, donc, si la femme, si tout va bien, et une nouvelle invitation sera envoyée 3 à 5 ans après. Je voulais vous présenter un petit peu l'invitation. Bon, voilà, il y a un laïus assez littéraire qui est du coup difficilement accessible pour les femmes les plus précaires. Avec donc en bas les fameuses étiquettes qui permettent d'avoir un accès à cette prise en charge à 100% par le laboratoire. Donc, ce qui est très important pour que les femmes puissent être remboursées, c'est donc lors du bon d'examen de bien cocher la case de dépistage organisé. Ça, c'est primordial parce que on a souvent des appels des femmes comme quoi, malheureusement, la prise en charge n'a pas pu être faite. Voilà. Alors après, donc, quelle conduite tenir donc selon les résultats? Donc, quelle est la prise en charge en fait derrière? Alors, dans le cas d'un prélèvement non satisfaisant, c'est le refaire à 3 mois.
Si le test HPV est négatif, là, on parle des femmes qui sont supérieures à 30 ans. Donc, on le refait à 5 ans, donc après, sauf dans des cas assez spécifiques. Si le test HPV est positif, donc dans ces cas-là, il faut faire un frottis cervico-vaginal. Alors, c'est souvent un frottis qui est fait réflexe, puisque maintenant, donc, les examens sont faits sous forme liquide. Donc, si le résultat est anormal, il va y avoir une coloscopie derrière. Et si le résultat est normal, on contrôle par un test HPV à 1 an. Alors, ensuite, dans le cadre d'une cytologie anormale pour les femmes entre 25 et 30 ans, donc la conduite à tenir, c'est de faire un test HPV réflexe derrière. Et si c'est positif, il faut donc directement orienter vers une colposcopie pour faire une biopsie si nécessaire. Et en cas de négatif, il y aura donc un frottis ou un test HPV, voilà, selon la classe d'âge. Le rôle du professionnel de santé dans ces cas-là, c'est surtout d'interroger la femme sur le dernier test de dépistage, ce qu'on ne fait pas forcément dans le cadre d'une consultation médicale propre. D'informer sur la nécessité de ce dépistage, comme on l'a vu précédemment, même chez les femmes vaccinées. De rappeler que le dépistage continue même après la ménopause, notamment dû à cette évolution lente des anomalies liées au HPV. Dans le cas d'un début de grossesse, c'est souvent la bonne opportunité pour proposer un test, notamment si ce dépistage date de longtemps pour la femme. Et donc d'orienter toute femme non à jour vers un professionnel de santé ou un lieu où elle pourra réaliser son dépistage. Voilà. Je crois que c'était… voilà. Bon, après, il y avait les tarifs. Alors, je vais essayer de partager l'écran maintenant. Hop, voilà. Merci Céline. Est-ce que vous avez des questions les uns et les autres sur cette présentation de Céline? Moi, je n'ai pas de questions sur cette présentation. Par contre, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur l'autoprélèvement, où ça en est? Est-ce qu'il faut qu'on fasse des petites études? Est-ce que, voilà, parce Oui, bien sûr. Après, je vais vous en parler comme ça, sans forcément. On en reparlera à la commission territoriale la semaine prochaine. D'accord, ok. Ouais, mais la semaine prochaine, pendant la commission territoriale, il y a le congrès du CNGE et on n'est pas tous disponibles. C'est un peu dommage. Ouais. Non, mais tu peux en dire un mot. À la commission, tout le monde n'y va pas, Agnès. Donc, oui, tout à fait. Non, mais pour info, et Christine, je te le dis, mais vas-y. Voilà, rapidement. Il y a donc eu des recommandations INCa qui sont sorties sur cet autoprélèvement, qui donc sont sorties cette année. Donc, ça va concerner toutes les femmes supérieures à 30 ans. Et pour l'instant, cet autoprélèvement n'est pas validé en population générale. Donc, on se focalise que sur des cas très spécifiques, donc des femmes qui, par exemple, ont une très grosse appréhension sur l'examen gynécologique, des femmes, par exemple, en situation de handicap. Et donc, dans les recommandations INCa, c'est spécifié que lors de la relance, c'est-à-dire que donc, la femme est non à jour, on envoie une première invitation. Au bout d'1 an, elle n'a toujours pas réalisé son test de dépistage. Donc, le CRCDC va renvoyer une invitation. Et avec cette invitation, il y aura donc un autoprélèvement, puisque sur certaines études, ça augmente de quasiment 20% en fait, le taux de couverture grâce à l'autoprélèvement. Voilà. D'accord. Après, il y a quand même des problèmes avec cet autoprélèvement parce qu'il faut quand même que la femme soit bien ancrée dans un parcours de soins, puisque c'est bien beau d'avoir un résultat positif, mais il faut qu'elle sache qu'elles sont en mesure et en capacité d'être capable de se dire « bon, c'est positif, je vais aller voir un médecin », ce qui n'est pas forcément simple. Et si le test est positif, il va falloir dans tous les cas réaliser une cytologie derrière, donc c'est-à-dire un examen gynécologique. Ça… Voilà. Après, il y a du positif et aussi forcément des difficultés dues à cet autoprélèvement. Donc, ça veut dire qu'il va falloir prévoir de vraiment faire un parcours de soins, un peu comme quand le frottis est positif, qu'on est en train de demander à faire le parcours de soins pour avoir une colposcopie plus vite. Et ça, c'est un travail qu'on peut faire en CPTS, par exemple. Oui, ça peut être une démission. Ok. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? C'est vrai qu'on a un petit peu débordé, mais les interventions étaient très riches et
Il y a eu des petits aléas du direct, mais bon, c'était assez complet comme présentation quand même. Bon, en tout cas, est-ce qu'on aura donc l'autorisation d'avoir chaque diaporama et de le mettre en ligne ou ça vous ennuie? Est-ce que vous voulez Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Je sais que pour Gérard, il n'y aura pas de problème. Ok, Ah bah, il est encore connecté d'ailleurs. très bien. Oui, pareil. Bon, mais en tout cas, moi, je suis assez contente. Avec Fabien, on Ouais, avait c'était envie chouette. de se faire Merci ce beaucoup. partage et on vous remercie tous, Mm, mm. intervenants et présents. On sait qu'il y a beaucoup de choses à faire pour tout le monde en ce moment, donc c'est difficile de se rendre disponible. Mais voilà, on va pouvoir le partager. Et puis, Tout à c'est fait. un premier travail ensemble. Enfin, on avait déjà fait un travail avec Agnès, mais là, c'est quelque chose de pluri-pro avec l'ORL, etc. Et donc, c'est intéressant et on continuera à faire des moments comme ça dans les différentes Tout à fait. CPTS. Voilà. Très bien. Merci, Christine. Bon, mais merci à tous. Merci. Merci Au à revoir. tous. Bon Merci. après-midi. Merci à vous. Merci. Au revoir. Salut. Au Bonne revoir. journée. Au revoir.